Aujourd'hui, on va remonter aux origines mythiques et mythologiques du Japon. On va parler de l'empereur que personne n'a jamais vu et que pourtant tout le Japon contemporain, même encore aujourd'hui, connaît. Le tout premier empereur du Japon, l'empereur Jimmu. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour comprendre l'empereur Jimmu, il faut d'abord faire quelque chose qui est un peu compliqué aujourd'hui, mais il faut réussir à penser de la façon ancienne du Japon, c'est-à-dire une façon où le Japon ne doit pas être gouverné par les hommes, mais le Japon est gouverné par les dieux, par les kami, ces dieux omniprésents dans la nature, dans chaque chose que l'on peut croiser, chaque arbre, chaque montagne, chaque rivière, chaque pierre, et se dire que c'est eux qui dirigent. D'après le shintoïsme, l'archipel japonais, c'est pas une terre comme les autres, c'est pas une simple terre qui s'est formée par hasard. Non, le Japon, il est né des divinités primordiales qui sont Izanami et Izanagi, qu'on a vu dans une autre vidéo, et à partir d'une lance céleste qu'ils ont agitée dans l'océan primordial. Et quand les gouttes retombent, elles forment les premières îles du Japon, les premières montagnes, les premières collines. Et rien que ça en dit beaucoup. Le Japon n'a pas commencé par une guerre ni par une conquête, il a commencé par un geste divin. Mais le truc, c'est que l'histoire s'arrête pas là. De cette lignée divine va naître une déesse plus importante que toutes les autres, une déesse dont la lumière éclaire encore aujourd'hui l'identité japonaise, Amaterasu, la déesse du soleil. Elle est la lumière qui fait pousser le riz, elle rythme les saisons et l'ordre du monde. Sans elle, il n'y a rien. C'est le chaos et l'obscurité. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle prend une décision capitale. Un jour, Amaterasu décide que le monde des hommes doit être gouverné, mais pas par n'importe qui, pas par un simple mortel. Donc elle envoie son petit-fils, Ninigi no Mikoto, descendre du ciel pour régner sur la terre. Et ce moment porte un nom, la descente céleste. Le pouvoir au Japon, il n'est pas obtenu par la conquête ou la domination, il est obtenu par un lien sacré qui unit tous les empereurs depuis des milliers d'années. Et Ninigi, qui va s'installer sur Terre, va donner naissance au premier d'entre eux, qui n'est même pas encore empereur à sa naissance, mais qui a déjà tout le poids du ciel sur ses épaules. Cet homme, c'est Jimmu. Et c'est ici que tout commence vraiment, parce que Jimmu n'est pas présenté comme un conquérant ordinaire, il est le descendant direct de la déesse du soleil, autrement dit, avant même de lever une armée, avant même de fonder un royaume, son autorité est déjà inscrite dans l'ordre naturel du monde. Il est né à Kyushu, au sud de l'archipel japonais, une terre volcanique instable, façonnée par le feu, l'océan et les tempêtes. Et ce détail, c'est pas anodin. Kyushu, dans les mythes japonais, c'est pas juste un lieu de naissance, c'est une frontière, un point de contact entre les mondes des dieux et celui des hommes. Dès sa naissance, Jimmu n'est pas décrit comme un enfant ordinaire, il est jamais vraiment quelqu'un d'ordinaire. Les textes anciens insistent lourdement sur certains points, il est courageux, même très jeune, il est charismatique, il est naturellement suivi par les autres, et surtout il est béni des dieux, protégé, guidé, mais surtout il est conscient de son origine divine. Il sait d'où il vient, et surtout il sait que son sang est pas totalement humain, mais qu'il est sacré. Et d'ailleurs, avec ça, vient d'un point de vue psychologique quelque chose de très fascinant, parce que il sait qu'il ne doit pas devenir quelqu'un, il sait qu'il doit accomplir quelque chose. Et cette chose, c'est l'unification du Japon. Parce qu'à ce moment-là, le Japon est en conflit perpétuel avec les clans, et lui, il doit tout unifier pour obtenir un royaume durable. À cette époque mythique, le Japon, il est loin d'être unifié, il est fragmenté, chaque région est contrôlée par des chefs locaux, parfois violents, parfois hostiles. Et dans ce monde éclaté, Jimmu, il apparaît vraiment comme une figure à part, un homme qui ne revendique pas le pouvoir par la force brute, mais par sa légitimité céleste. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Dans beaucoup de cultures, le roi devient roi parce qu'il a gagné une bataille. Sauf qu'ici, c'est presque l'inverse. La bataille devient légitime parce que le ciel l'a autorisé. Tu ne deviens pas empereur parce que t'es le plus fort, tu deviens empereur parce que ton existence même est censée rétablir l'équilibre dans le monde. Autour de Jimmu, il y a beaucoup d'hommes qui se rassemblent, des guerriers, des chefs de clan et des gens qui voient en lui une chose différente, une chose unique, un pivot qui va réussir à faire tourner le Japon autour de lui de façon optimale et surtout dans la paix. Et pour commencer tout ça, Jimmu se rend compte de quelque chose, c'est que Kyushu, il faut qu'il en parte. Il faut qu'il aille vers l'est, vers la direction du soleil levant, la direction d'Amaterasu, pour aller au Japon plus central, là où tout va enfin pouvoir commencer.
Le voyage commence par la mer, en partant des côtes de Kyushu jusqu'aux terres les plus centrales de l'archipel. Les bateaux avancent lentement, soumis au vent, au courant, aux tempêtes, et très vite, les épreuves s'enchaînent. Sur Terre, les montagnes sont hostiles, des forêts sont denses, les chemins quasi inexistants, mais surtout Jimmu ne traverse pas des terres vides. Il affronte des clans déjà installés qui voient son arrivée comme une menace à leur pouvoir. Les combats éclatent, parfois victorieux, parfois désastreux. À un moment, Jimmu subit même une défaite lourde. Ses troupes sont obligées de reculer et le doute s'installe. Et c'est après ça que Yatagarasu apparaît. Un corbeau gigantesque, noir comme la nuit, et doté de 3 pattes. C'est un symbole très fort parce qu'il marque qu'il n'est pas vraiment terrestre, mais pas vraiment céleste. Il est un peu entre les deux. Il est envoyé directement par les dieux pour guider Jimmu à travers les terres inconnues. Il monte le chemin, il indique où marcher, où combattre, et surtout où s'arrêter. Et grâce à Yatagarasu, Jimmu atteint enfin une région clé, la région Yamato. Et Yamato, c'est pas juste une destination hasardeuse, c'est vraiment le futur cœur battant du Japon. Les terres sont vraiment propices à l'agriculture, et Jimmu sent qu'il peut installer ici une idée de pouvoir durable et d'unification de tout le pays. Dans les anciens récits, on sent vraiment qu'Yamato, c'est une terre perçue comme un point central dans le Japon, quelque part où toutes les forces peuvent se rencontrer. Et surtout, c'est à cet endroit-là que tout va basculer pour Jimmu parce qu'il va avoir ses derniers combats avec les clans rivaux. Et cette fois, il recule pas. Il y va tête la première et finit par gagner. Et le sort est favorable pour lui. Et c'est enfin la victoire qui s'impose. Les villages apparaissent, les rites se structurent, les sanctuaires se multiplient et petit à petit, l'ordre nouveau se met en place. Puis vient le moment symbolique. Jimmu monte sur le trône. Et d'après la légende, on est en moins 660 avant Jésus-Christ, une date gravée dans la mémoire collective japonaise. Cette date, on peut pas vraiment la prouver, mais elle donne au Japon une ancienneté qui le relie directement au monde des dieux. Et c'est surtout à partir de cet instant que Jimmu devient le premier empereur du Japon. Pas un roi, pas un chef de guerre, un empereur. Un souverain dont l'autorité ne vient pas du peuple, mais du ciel. À cet instant précis, le Japon est littéralement né comme un territoire. C'est plus juste une idée, c'est plus juste une légende façonnée par les dieux. Et donc on peut se demander quelque chose, c'est est-ce que Jimmu, historiquement, a réellement existé? La réponse, elle est claire, non. Jimmu n'a pas existé historiquement. Il n'y a aucune preuve directe, aucune trace archéologique et aucun témoignage contemporain. Tout ça, c'est de la légende. Les historiens s'accordent plutôt sur un point, les premières formes de pouvoir centralisé au Japon apparaissent entre le 3e et le 5e siècle de notre ère, bien loin des 660 avant Jésus-Christ. Mais alors pourquoi raconter cette histoire? Pourquoi l'avoir écrite, répétée, transmise pendant plus de 1000 ans? La réponse, elle se trouve dans 2 textes fondamentaux du Japon, le Kojiki et le Nihon Shoki. Ces chroniques, c'est pas de simples livres d'histoire, c'est vraiment des textes politiques, des textes religieux, des textes fondateurs. Leur objectif, c'est pas de dire ce qui s'est réellement passé, mais de dire pourquoi le pouvoir impérial est légitime. Jimmu, il est pas là pour être cru au sens moderne du terme. Il est là pour donner un départ, une origine et une continuité. En fait, il est là pour légitimer le pouvoir des empereurs, parce qu'en fait, c'est le descendant direct d'Amaterasu. Donc tous les empereurs qui le succèdent sont de sa famille, donc des descendants d'Amaterasu. Ça légitime un peu le pouvoir, c'est un peu comme Arthur et Excalibur. Une fois qu'il a retiré du rocher, il est élu des dieux et il est roi. Une fois que l'empereur est né dans sa famille, il descend tout droit d'Amaterasu, donc il a le pouvoir. Ça légitime tout, ça évite les conflits et les questionnements. Et pendant des siècles, le récit, il est quand même assez discret, il est présent, mais il n'est pas vraiment mis en avant, jusqu'à un moment clé, un moment où tout change. Au 19e siècle, pendant l'ère Meiji, le Japon se transforme à une vitesse hallucinante. Il s'industrialise, il se modernise, et surtout il cherche à rivaliser avec les grandes puissances occidentales. Et pour unifier le pays autour d'un pouvoir fort, le mythe de Jimmu revient au premier plan. L'empereur devient le cœur de la nation et Jimmu son point d'origine. Et c'est le 11 février qui est proclamé jour de la fondation du Japon, censé correspondre à l'ascension au trône de Jimmu. L'empereur, c'est plus un symbole, il est officiellement considéré comme descendant direct des dieux. À ce moment-là, le mythe, c'est plus seulement un récit, il devient un outil d'État. Cette version atteint son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis en 1945, tout s'effondre. Après la défaite et la capitulation du Japon, l'empereur renonce publiquement à son caractère divin. Le Shinto d'État est démantelé, le Japon change de visage et pourtant, Jimmu disparaît pas complètement. Aujourd'hui, il est plus brandé comme une vérité absolue, il est plus imposé, mais il est toujours là. Il n'a pas totalement disparu, comme on disait. Il est quand même dans les cours,
d'histoire, pour raconter les légendes du Japon. Il est quand même présent dans des récits. Et surtout, il impose quelque chose d'essentiel, que le Japon, c'est pas qu'il s'en fiche de comment il est né, mais c'est qu'il préfère mêler la réalité au mythe, plutôt que de tout prouver par A plus B. Ce qui reste quand même assez rêveur et assez intéressant, je trouve. C'est quelque chose de très enfantin, mais du bon côté du mot. Donc en tout cas, si cette plongée dans vraiment la naissance et l'histoire du Japon vous a plu, je vous laisse vous abonner, lâcher un commentaire, le like et la cloche. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.